ceux qui m'ont le plus challengé, je pense que c'est les entrepreneurs et aussi les avocats. Et oui, les coachs professionnels ont des thérapeutes. Moi, j'en ai 3. Pour la petite histoire, j'en ai 3 différents. J'ai identifié qu'effectivement, la trend phare au Maroc, c'est le micromanagement. J'aime travailler au Maroc. J'ai été surpris de la qualité de l'engagement et du patriotisme organisationnel. Plus de 80% des managers qui aujourd'hui sont acteurs dans le micromanagement, ils ne le sont pas par volonté malveillante, Oui. ils le sont dans une volonté bienveillante, incontrôlée. Parce que eux aussi, ils veulent performer, ils veulent du résultat. Je parle de management d'excellence à la marocaine, et je parle de développement de management d'excellence à la marocaine, parce que l'humain est au centre du 21e siècle, contrairement à ce qu'on croit. Aujourd'hui, dans Nexus Cash, je reçois quelqu'un qui ne se définit pas comme un consultant, ni comme un formateur, mais comme un provocateur. Un ancien athlète de haut niveau, devenu exécutif coach, qui accompagne depuis 7 ans des dirigeants, des cadres, des sportifs, français et marocains, vers une performance durable, avec une conviction qui dérange autant qu'elle libère. Le Maroc n'a pas besoin d'apporter des méthodes de l'étranger, il a besoin d'un management taillé pour son propre ADN culturel. Plus de 1000 personnes coachées, 80% de ces cadres atteignent un poste à responsabilité en moins de 18 mois, certifié HEC Paris, passé sur des chaînes de très grande envergure marocaines. Et il a une chose à dire sur le management au Maroc que personne n'ose dire assez fort. On va en parler. On va parler de leadership, de micromanagement, de culture marocaine et de ce que ça veut dire vraiment de manager avec excellence ici, à Marrakech et au Maroc. Bienvenue à toi, Mohamed. Merci pour l'invitation, ma chère amie. Avec plaisir. Donc, un parcours vraiment incroyable. Tu es un ancien athlète de haut niveau, devenu executive coach. Donc, tu entreprends depuis plus de 20 ans maintenant. C'est quoi le moment où tu as compris qu'il y avait un lien avec le terrain du sport que tu pouvais transmettre en entreprise? Alors, je vais corriger, ça fait plus de 25 ans, c'est parce que je considère que l'expérience que j'ai prise dans le sport, c'est une expérience qui fait partie de l'expérience professionnelle. Merci encore pour ton invitation. Je pense que ce moment va être hyper intéressant. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris qu'il y avait un lien entre les terrains sportifs et la vie professionnelle? C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, je dis depuis toujours, maintenant, ça fait quelques années maintenant, ça fait presque 10 ans maintenant que je dis que les managers, les dirigeants sont des athlètes de haut niveau, et les athlètes de haut niveau sont des managers de leur propre vie ou de leur propre victoire. Donc effectivement, je me suis rendu compte assez jeune que il fallait mobiliser un certain nombre de qualités, de compétences, de savoirs pour pouvoir performer dans le sport. Et puis lorsque j'ai rencontré, j'allais dire le monde du haut niveau professionnel, à savoir l'entrepreneuriat, Mhm. je salue tous les entrepreneurs marocains d'ailleurs, j'en profite. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, je mobilisais absolument les mêmes compétences, les mêmes soft skills, les mêmes savoirs, et peut-être même j'allais encore un petit peu plus loin. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'accord, on laisse un petit peu de Ah oui, suspense du pour la suspense. suite. Donc, la plupart des gens qui rencontrent un consultant classique, voilà, ils ont une méthode, un accompagnement classique, entre guillemets. Et toi, tu te définis comme un provocateur. La première fois que tu as utilisé ce mot en accompagnement ou en conférence, comment l'audience a réagi? Alors, la première fois que je l'ai utilisé, ça m'est venu comme ça, de nulle part. Je voulais leur parler d'action, de provoquer de l'action, et puis d'être acteur de cette action. Et puis, il est né de ce néologisme-là, le mot provocateur. Provocateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Mon job, à moi, c'est de réveiller l'acteur qui est dans les figurants que je rencontre. Et oui, très souvent, je rencontre des figurants et pas des acteurs de leur vie. D'accord. Un figurant de sa vie, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui suit un mouvement, qui suit une pensée, qui suit une croyance, qui n'est pas forcément la sienne, qui est souvent d'ailleurs pas la sienne, mais qui, par confort, va vouloir suivre. Alors, très souvent, on va entendre parler de la masse, de la meute, Oui. du groupe, enfin, peu importe. L'idée, c'est de se dire que mon job à moi, c'est de réveiller la personne, de lui permettre d'être connectée à elle-même, connectée à ses envies, ses volontés, ses passions, son ambition, pour pouvoir se réaliser en étant actrice de sa vie. D'accord. Super.
Donc, tu as coaché plus de 1000 personnes, même plus de 1200 On personnes. a refait les chiffres tout à l'heure. On a dépassé les 1200. Donc, il y avait des Merci, Maroc. dirigeants, des avocats, Oui. des sportifs, et des grands cadres aussi. C'est quoi le profil qui t'a le plus surpris ou le plus challengé dans ces accompagnements et qu'est-ce que ça a appris sur toi-même? Alors, je vais prendre à contre-pied ta question en disant que ceux qui m'ont le plus challengé, ce sont mes enfants. C'est un autre C'est management. c'est un autre type de management, mais qui n'est pas si loin du management des adultes. Et pour répondre directement à ta question, ceux qui m'ont le plus challengé, je pense que c'est les entrepreneurs et aussi les avocats. D'accord. Pour quelle raison? Parce que ce sont des populations qui savent qu'ils ont des besoins, qui vivent le fait d'avoir le besoin, C'est vrai. qui vivent les pain points, les points de douleur véritablement, mais qui, lorsqu'ils viennent vers toi, ils viennent à demi-mot en te disant j'ai besoin d'un accompagnement, mais je ne vais pas y aller parce que je ne suis pas sûr, etc., etc. Et ce qui est challengeant toujours, et ce qui est difficile pour moi, c'est d'observer qu'il y a une vraie problématique. D'expérience aujourd'hui, je suis en capacité de très rapidement identifier, en tout cas les grandes lignes, et de voir les gens se dire non, mais finalement, je vais pas y aller. Donc, ils retournent dans cette posture de figurant où ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Et puis, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, des fois quelques années plus tard, ils reviennent et ils te disent finalement, on aurait peut-être dû commencer au moment où on se l'est dit. Et là, à ce moment-là, on commence. Donc, c'est D'accord. ça qui est très. Ce qui est challengeant pour moi, c'est de me dire je vois qu'il y a un besoin. Je démontre au coaché, à la personne qui me fait confiance en venant me voir, voilà, c'est clair que tu as un pain point, on va y aller, on va faire le chemin ensemble et on reparlera du chemin tout à l'heure. Mais de pas vouloir y aller, moi, c'est vraiment ce qui m'interpelle. D'accord. Donc, ils ont cette conscience, mais ils ne sont pas encore prêts finalement à y aller vraiment. Je dirais qu'ils ont, je sais pas si c'est la conscience, en tout cas, je sens qu'ils ressentent émotionnellement et anxieusement le besoin. Oui. Est-ce que c'est la conscience qui les mène à venir à moi? Bah, si c'était la conscience, ils devraient passer à l'action, en Oui. tout cas dans ma compréhension de ce qu'est la conscience. Moi, je pense qu'ils sont plutôt dans une forme d'inconscience exprimée, c'est-à-dire je crois que j'ai quelque chose, mais je sais pas trop, et puis bah, je vais attendre, et puis on verra bien. Oui. Et très souvent, les situations s'aggravent ou se durcissent. Oui. Bon, le travail, on finit par le faire et alhamdoulilah, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ce qui me challenge le plus, c'est de me dire, en fait, moi, je suis blessé. Je vais aller voir le médecin. Le médecin, il va me dire, il faut faire ça. Je vais dire, oh, j'ai pas envie. Ou alors, ça me coûte trop cher plutôt. Ça, c'est Ouais. aussi un sujet qui revient régulièrement. Ouais. Je reviendrai plus tard. Mais le problème, c'est que mon bras, je le perds au bout de 6 mois Mhm. si je ne l'ai pas soigné. Donc ça, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Donc là, on va parler de athlètes de haut niveau Oui. et un dirigeant d'entreprise. Bien sûr. C'est quoi les 3 choses qu'ils ont en commun que la plupart des gens ne voient pas? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, alors, je ne l'ai pas précisé, je suis préparateur mental d'athlète de haut niveau. Effectivement, je travaille avec des Français et des Marocains. Hâte de travailler avec plus de Marocains, je lance un appel, hein, j'en profite. Effectivement, il y a quelque chose qui est très clair depuis des années maintenant, que j'ai identifié. Déjà, moi, quand je suis passé du sport à la pratique de l'entrepreneuriat, au monde professionnel, j'ai identifié qu'il y avait des règles fondamentales qui étaient communes. La première, c'est la discipline. Un entrepreneur, un dirigeant, un manager, s'il est discipliné, il réussit dans son travail. D'accord. Un sportif n'a pas d'autre choix que d'être discipliné pour pouvoir évoluer. Mhm. Ensuite, il y a la rigueur. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on réalise une performance, on la réalise avec rigueur. On ne fait pas n'importe quoi pour réussir. Alors parfois, on peut rater un geste, on peut marquer Oui. un but un peu de manière un peu rigolote, je vais dire ça comme ça. Mais fondamentalement, on réalise avec rigueur cette performance. C'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil dans le monde de la direction d'entreprise, dans le monde du management. La rigueur, elle est nécessaire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et enfin, il y a un troisième pilier qui est fondamental chez les deux, c'est la constance. Ah oui. Et la constance, elle est indispensable pour pouvoir tenir dans le temps, mais elle est aussi indispensable pour pouvoir atteindre un premier niveau qui nous permette de se dire, voilà, là, aujourd'hui, je mérite mon statut, mon grade, mon poste de directeur, et à partir de là, je vais continuer à travailler pour continuer à grandir. C'est pareil dans le sport. D'accord. Tu peux pas gagner sans être constant, ça ne marche pas. Oui. Déjà, La gagner une fois, constance. ça marche pas. Sans constance, ça ne marche pas. Et Donc, c'est vrai que les 3 sont liés, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Et figure-toi que c'est le pilier de mon travail lorsque je fais de la préparation mentale, parce que je fais de la préparation mentale pour athlètes, mais je me retrouve parfois avec des dirigeants, des groupes de dirigeants en intelligence collective, et on fait de la prépa mentale. Mhm. Et le job, c'est de dire, OK, il y a 3 piliers, ces piliers-là, ils ne sont pas discutables. On n'est pas tous parfaits, il n'y a Oui. personne qui est parfait d'ailleurs, Oui. ça n'existe pas, Oui, bien soyons sûr. bien clairs là-dessus. Donc, le sujet, c'est comment on fait pour pouvoir renforcer ces piliers individuellement. Et donc, nous, on travaille collectivement dans ces petits groupes, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure,
pour pouvoir renforcer ces 3 piliers et développer de nouvelles idées, trouver des solutions à des problématiques, etc. etc. D'accord. Bah, justement, ça me permet de transitionner vers ta méthode qui s'appelle APT, Ouais. accompagner, provoquer, transmettre. Ouais. Pourquoi la provocation? Parce que ça s'appelle APT, elle est au centre. Et c'est quoi le rôle de l'inconfort, de la transformation d'un leader? Alors, la provocation, elle est au centre de ma vie, en fait. Je suis un provocateur par nature, tu l'as compris. Pourquoi je suis un provocateur? Je te l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Il suffit d'imaginer des courbes et d'imaginer des courbes qui sont toujours parallèles à l'axe des abscisses. Si vous êtes un peu matheux, vous allez comprendre ce que je vais dire. Je vais mettre une courbe sur la ligne 1 et je vais la tirer dans un trait infini et ça va toujours être la même vibration. Lorsque je vais vouloir communiquer avec cette personne qui est en vibration 1, là, si je communique de la même manière qu'elle, en général, on pense que je vais communiquer facilement. Oui, je vais me connecter à elle et on va faire la même chose. Ouais. Ça, c'est je veux créer du lien, je veux être un ami, je veux tomber amoureux, je veux me connecter. Lorsque je veux faire bouger cette personne, ou lorsque je veux faire réfléchir sur cette personne, ou lorsque je veux challenger cette personne, je ne peux pas me connecter au même niveau qu'elle. Parce que si je me connecte au même niveau qu'elle, en fait, on va devenir amis, mais on va pas devenir amis qui se challenge. Parce que quand des amis se challenge, très souvent, ça monte un petit peu en ton. Alors, je ne sais pas forcément qu'on se dispute, mais on Oui. rigole, il y a des émotions qui arrivent. Et donc, finalement, cette courbe, elle commence à avoir une forme de sinusoïdale. Et c'est ça, provoquer. Provoquer, c'est venir mettre dans cette mer absolument plate quelques vagues Oui. qui font que l'individu va se stimuler, va se challenger, et va se connecter, se reconnecter à lui-même pour pouvoir réfléchir. Oui. La provocation, elle est ensemble. Pourquoi? Parce que avant de provoquer les gens, il faut commencer par les accompagner, créer un cadre de confiance. Ça, c'est mon métier. Un coach professionnel crée un cadre de confiance pour accompagner ses coachés, ses clients, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Oui. Et donc, ça, c'est accompagner. Provoquer, c'est ma méthodologie fondamentale, c'est je ne vais pas être un coach uniquement bienveillant, je vais appliquer ma méthodologie qui est très simple, et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de management d'excellence, c'est de la bienveillance sans complaisance. Mon sujet, c'est pas de te dire « Majda, tu es gentil, Majda, tu es forte, tu penses très bien, bravo Majda ». Mon sujet, c'est de te dire « Majda, quand tu me dis ce que tu me dis, d'accord, je comprends, Mhm. mais comment tu peux aller plus loin ?» Oui, oui. Parce que là, ce que tu me dis, c'est confortable, mais moi, je cherche à te permettre d'aller encore plus loin. Ton objectif, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas de faire 100 000. Mhm. Donc, tu dois innover. Et Oui. innover, ça nécessite de te challenger. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, la provocation, elle est au milieu. Et enfin, le T de transmettre, c'est parce qu'effectivement, une fois qu'on a développé cette provocation, alors en général, on est dans des émotions, on est dans une situation où on a vécu une expérience émotionnelle immersive forte, et derrière, ça va être de transmettre et donc de venir aussi travailler sur l'ancrage. Parce que l'objectif, ça va être d'apprendre, dans mon accompagnement aussi, à t'auto-coacher. Moi, ce que j'aime, c'est que mes clients ne viennent pas me voir. Oui. Je suis le plus mauvais des entrepreneurs qui existent, si on doit en rire. Parce que, en fait, mon objectif n'est pas de fidéliser mon client. Mon objectif est de faire que mon client ne revienne pas pour la même problématique, revienne Oui. pour une autre problématique. Oui. Ça ne s'appelle pas fidéliser. Ça s'appelle redécouvrir un profil dans une autre condition. On pourrait parler de fidélisation si on faisait des cours de marketing, mais ça n'est pas fidéliser pour moi. Je ne fidélise pas sur le même sujet. Donc moi, mon client, il doit sortir de mon accompagnement avec une compréhension du monde, une perception du monde, une valorisation de soi et un ancrage de tout ce qu'on a fait ensemble qui lui permettent d'aller se battre contre le reste de l'humanité. Oui. C'est ça mon sujet. C'est pour ça que je provoque. Parce que nous sommes en combat, Dunia, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, on est dans un combat perpétuel à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur. Et l'idée, c'est d'être toujours une meilleure version de soi, ce qui n'est pas toujours obligatoire. On va peut-être pas rentrer là-dedans parce que ça me ferait aller trop loin, mais voilà, l'idée, c'est de permettre aux gens de pouvoir évoluer, de pouvoir s'améliorer et s'épanouir. Je parle beaucoup de ce terme-là, l'écologie de soi comme moteur de performance durable. Plus on va être connecté à soi, plus on va être aligné, plus on va être bien, plus on va être dans de la performance durable, plus on va être capable de réaliser des petites choses qui deviendront des grandes choses, etc., pour faire de grandes réussites. C'est ça la performance durable. Super. Donc, une très bonne méthode. Et justement, peut-être que les personnes qui sont conscientes c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils ont une problématique et un réel besoin, mais qui n'osent pas y aller, est-ce que c'est pas justement le fait d'aller chercher, tu sais, tu parlais d'émotions, d'aller travailler des choses un petit peu inconfortables, entre guillemets, qui les fait un petit peu ralentir, quoi. Est-ce qu'on doit se dire la vérité? Oui. Est-ce qu'on doit se dire la Alors, vérité? Il y a 2 points. Comme ils sortent de leur zone de confort, etc. Il y a 2 points. Je pense qu'il y a 2 points. Le premier point, je pense que les gens n'ont pas conscience de la valeur qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, ils sont incapables d'investir sur eux-mêmes de manière continue.
Il y a cette problématique, cette histoire. Je vais aller très vite sur ce point-là parce que je pense que c'est un point qu'il faut que tout le monde réfléchisse là-dessus. C'est je suis capable de m'acheter un téléphone à 2 000 €, un téléphone qui va me durer 1 an si je change tout le temps, Oui, si je suis un grand consommateur, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bref, 2 000 €, je vais les dépenser sur 4 ans. Lorsque je vais me payer un accompagnement, quel qu'il soit, alors quand il y a bien sûr de la transmission avec de l'ancrage, c'est pas un accompagnement où on vient te donner un médoc et c'est terminé. oui, oui. Je parle de transmission et d'ancrage, donc un véritable accompagnement de coaching professionnel. En fait, on investit sur soi et ce qu'on a vécu, c'est ad vitam aeternam que ça fonctionne. Donc l'amortissement, il n'est pas sur 4 ans, et l'amortissement, il est sur toute la vie. Oui, Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. oui, c'est vrai. Ça, c'est la vérité que les gens n'entendent pas. Je peux aller m'acheter un sac Céline, je peux aller payer un voyage à Bali, je peux Ouais. faire plein de choses pour me faire plaisir, et c'est important, et j'insiste là-dessus, je ne dis pas que c'est pas bien. En revanche, lorsque je me retrouve dans une situation où je sais que je suis collé à un plafond de verre, je n'arrive pas à évoluer, mais je me dis, ok, mais ça va passer à un moment ou à un autre, bah, en fait, c'est à ce moment-là que moi je viens de te dire, mais en fait, tu n'as pas conscience de la valeur inestimable que tu as, et tu mets dans le matériel Oui, cette valeur, alors que cette valeur-là, si tu la mettais sur un accompagnement, ou plusieurs en fonction des besoins, ça peut être la prise de parole, ça peut être comment je manage mieux, ça peut être comment je gère mieux mes émotions. mes émotions Ouais, ou ouais. mes collaborateurs, et Ouais. ça peut être parfois, et je me retrouve parfois, et très honnêtement de plus en plus au Maroc, avec comment je gère mieux ma vie pro-perso, comment je développe mon leadership féminin aussi. J'ai beaucoup de demandes de femmes, hein. 80% de mes femmes sont des clients, je ne te l'ai pas dit ça. Ah oui, ouais. 80% des femmes sont mes clients aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant parce que les femmes ont compris qu'il fallait investir sur elles-mêmes. Oui, Les hommes sont un peu plus sur la réserve. Les hommes, ils ont plus envie de se dire, OK, bon, je pense que je suis fort, je vais y arriver. Puis on a Ouais. été construit comme ça dans notre éducation. oui. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour eux de franchir ce pas. Honnêtement, ceux qui le franchissent, et je pense principalement des athlètes, bah, ils performent et ils surperforment. Oui. Et on a eu tout à l'heure une conversation sur un ami à toi qui Oui. passera bientôt là-dessus, je le salue en avance, dans ton super podcast. Bah, clairement, le mental fait la différence. Exactement, oui. Clairement, le mental fait la différence. Donc, si j'investis 2 500 €, 5 000 €, 10 000 € ou 100 000 dirhams, ou peu importe, sur moi, cette valeur, elle est à Ouais. vie. C'est pas un amortissement, ça n'a pas un amortissement sur 3 ans, c'est un amortissement à vie. Et je vais dire quelque chose pour challenger tes amis auditeurs. Il faut savoir que lorsqu'on travaille sur soi, quand on est parent, on permet à nos enfants d'évoluer rapidement puisque nos enfants fonctionnent par mimétisme et par Oui. apprentissage. Oui. Et lorsque les parents évoluent, l'enfant évolue naturellement. Donc là, j'ai payé une fois pour faire évoluer au moins un individu en plus de moi. Mhm. Et ça, les gens ne le perçoivent pas. Peut-être parce que nous ne l'expliquons pas assez, Oui. peut-être parce que personne n'a pris le temps de leur dire les choses. Je pense que c'est important de le rappeler. Et le deuxième point, donc là j'ai parlé de l'investissement, et le deuxième point, c'est qu'effectivement, je crois, je l'ai dit tout à l'heure parce que je me suis un petit peu éloigné du sujet avec cette histoire d'investissement sur soi. Le deuxième point, c'est que vraiment, on ne sait pas se valoriser. Ce qu'il y a de plus triste sur cette planète, et que moi je vis, et c'est très difficile pour moi de le vivre parce que je le vis avec une vraie réalité, hein, j'ai des gens en face de moi qui me Oui. disent, bah en fait, je vais pas y aller parce que non, mais c'est pas une priorité. Mais en fait, vous êtes votre propre priorité. Pourquoi un athlète gagne tout le temps? Pourquoi Teddy Riner, il gagne tout le temps? Bah, Teddy Riner, il gagne tout le temps, ou Djokovic, il gagne tout le temps, ou le Maroc va gagner tout le temps parce qu'ils ont investi sur eux, parce Ouais. qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils sont staffés, parce qu'ils sont pris en charge, parce qu'il y a une construction, il y a une véritable construction de l'accompagnement, une véritable construction autour de ma valeur, je la connais, j'ai envie de l'améliorer en interne et en externe, et je me fais accompagner. Et ça, c'est une pratique qui, heureusement, alhamdoulilah, c'est en train de se développer Oui, oui, et de ça, plus en plus vite. les mentalités, elles changent Voilà. là-dessus, ouais. Voilà. Après, je reviens sur une chose importante. Faites bien attention lorsque vous choisissez la personne avec qui vous allez travailler, qui est bien un cadre professionnel, qui est bien un accompagnement professionnel, parce que aujourd'hui, on trouve à boire et à manger sur le Oui, c'est marché. vrai, ouais. Et je respecte tous mes confrères et consoeurs, et je les salue d'ailleurs aussi. Néanmoins, l'accompagnement d'un coach professionnel, ou tu parlais de mon titre tout à l'heure d'un executive coach, c'est pas la même chose que l'accompagnement d'un coach lifestyle. Ça n'a rien à voir. Mhm. C'est deux choses complètement différentes. Oui. Du Voilà coup, ce que tu je peux dire un petit peu la différence pour que les gens comprennent? Alors, je vais parler du cadre de Oui. sécurité, comme ça les gens vont bien comprendre. Le coaching professionnel, il est basé sur plusieurs règles. La première règle, c'est que le coach lui-même doit être accompagné par deux types d'accompagnants. Un superviseur par rapport à nos pratiques professionnelles. Et la deuxième accompagnement, c'est un thérapeute. Et oui, les coachs professionnels ont des thérapeutes. Moi, j'en ai 3. Pour la petite histoire, j'en ai 3 différents. D'accord. Pour me faire accompagner. Et pourquoi on se fait accompagner? On se fait accompagner parce que l'idée pendant le coaching, c'est pas d'aller transférer nos problèmes à nos clients. Exactement, ouais. Voilà, on veut éviter les transferts. C'est un terme bien connu aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut dire. Le deuxième point, c'est de créer un cadre de sécurité. Le cadre de sécurité, c'est principalement un point éthique chez le coach professionnel.
c'est la confidentialité, mais il y a aussi toutes les règles de bienveillance, de respect et d'assertivité. Ça, c'est des règles qui sont non négociables. Et enfin, le dernier point, si je pouvais en citer encore un, c'est que le coach professionnel, son objectif, c'est de véritablement vous accompagner, vous, à trouver votre propre solution à votre problématique. Mhm. La différence avec ce que je vais appeler plutôt un coach de vie ou un coach lifestyle, c'est que lui, il va venir t'aider à trouver tes solutions et il va t'en proposer. J'ai plein d'histoires, on n'en parlera pas maintenant, mais dans les commentaires, on pourra en discuter si les gens sont intéressés. Ou c'est des coachs de la salle de sport, ou c'est le pâtissier, ou c'est je sais pas qui, le boulanger, le boucher qui te donne des conseils, ou le barman qui te donne des conseils. Et tu te dis, ouais, mais attends, quand tu écoutes le conseil, tu trouves que l'intention, elle est géniale. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'y a pas de cadre de sécurité. Mhm. Je prends un exemple très simple. Je suis pas Mohamed, je suis Mahmoud, je découvre la psychologie, ou je lis de la psychologie régulièrement, et je découvre le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, on va le rappeler, c'est sauveur, victime et persécuteur. Mhm. Ok. Donc je découvre ces notions et je trouve ça hyper intéressant. Moi j'adore la psychologie, c'est génial. Je vais rentrer le soir, je vais croiser ma copine Fatima qui va me raconter sa vie et qui me dit qu'elle a des problèmes tout le temps et qu'elle n'arrive jamais à s'en sortir. Et je vais lui dire à Fatima, quand même, tu as un comportement de victime dans ta vie. Super sympa. Hein. T'imagines, je viens et je te dis ça. Et puis, comme j'ai de la valeur au travers de tes yeux, toi, Fatima, tu te dis, ah ouais, mais Mohamed, enfin, peu importe le prénom que j'avais, il lit, il connaît, il sait de quoi il parle. Donc, C'était moi, je suis une Mahmoud. victime. Mahmoud, voilà. J'aurais dû me rappeler de Mahmoud. Et ben, moi, Fatima, je vais identifier que je suis une victime. Sauf que si moi, Fatima, ce qui ne sait pas identifier Mahmoud chez moi, c'est que si je suis fragile psychologiquement, je peux aller sauter du haut d'un pont parce Mhm. qu'on m'a dit que j'étais une victime et que la personne qui me l'a dit, c'était une personne en qui j'avais confiance. Oui, Et là, c'est un problème. d'accord. Et en fait, ce problème-là, c'est un problème qui est valable avec toutes les techniques, toutes les méthodologies qui existent. Tu découvres un outil, tu veux l'utiliser pour faciliter la vie aux gens, tu vas dire, toi, tu es une victime à quelqu'un. Ouais, mais en fait, si la personne t'a pas identifié son niveau de fragilité, tu peux pas lui dire. Moi, je n'ai jamais dit à mon client, un de mes clients, et intervenez en commentaire, j'ai jamais été dire, vous êtes une victime, vous avez Oui. un comportement de victime. Oui, oui. Même vous avez un comportement de victime qui n'est pas te montrer toi, qui est de montrer un comportement, je ne le ferai pas. Pour quelle raison? Parce que j'ai conscience que ça peut avoir un impact psychologique sur la personne en face de moi, un impact invisible qui peut mener à des actions visibles. Voilà. Oui. Donc pourquoi un professionnel plutôt qu'un freestyler, si je peux me permettre, ou qu'un coach de vie? Parce qu'il y a un cadre. Oui, oui, Et oui. qu'il y a un cadre déonto. Je suis certifié HEC Paris, tu l'as dit tout à l'heure. On a une déontologie, on a un cadre obligatoire à respecter pour pouvoir, d'un point de vue éthique Oui, et bien déontologique, sûr, ouais. accompagner les gens. Ah oui, là, ce sont des vies humaines hein, qui sont gérées. Donc, Et puis, c'est pas qu'une vie, parce que Fatima, si elle a des enfants, oui, t'imagines oui, l'histoire. oui, oui, il y a Voilà. toute. Il y a tous les impacts qu'il y a Oui, derrière. exactement. Tu es passé aussi dans des médias marocains, donc des grandes chaînes Oui. de télévision, franchement super, au top, pour parler justement du management au Maroc, c'est ton sujet phare. Qu'est-ce qui a fait réagir suite à ton passage en télévision? On peut avoir des réactions positives ou négatives. Quelles sont les réactions qui ont été réalisées suite à ton passage? Alors, merci de parler de ça. Maintenant, les gens vont vouloir chercher, il va falloir que je repartage tout ça. Très sérieusement, ce qui a fait les premières réactions que j'ai reçues après mon passage, alors je suis passé sur le Oula pour parler du coaching d'organisation. Je suis repassé sur le Oula quelques semaines plus tard pour parler du micromanagement. Et j'ai récemment, j'en ai fait d'autres, mais la plus récente, la dernière, c'est Médiane TV. D'ailleurs, je remercie les chaînes et le rédac chef qui m'ont fait confiance, c'est important. Et la dernière chaîne que je fais, c'est Médiane TV. Et on parle, on parle de ce fameux talk que je fais sur le salon du Future of Work. Je salue d'ailleurs les équipes de Wassila qui ont été extraordinaires. Le talk, c'était « Et si le Maroc créait le management d'excellence du 21e siècle ?» Ça, c'était mon intervention. Eh ben, écoute, les premières réactions que j'ai, c'est principalement sur le micromanagement, sur le coaching d'organisation, sur « Ah ouais, on peut y avoir droit, c'est génial, moi je vois plein de problématiques, on a envie que ça avance, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas à qui on faut en parler, vers qui je dois t'envoyer pour que tu viennes, puisses pouvoir nous aider ou en tout cas nous donner des conseils. » Ça, c'est les premières réactions. Sur le micromanagement, ça a été Oui, d'une violence inouïe parce que c'était une violence positive. C'était je me reconnais dans absolument tout ce que tu as il y raconté. a un C'est vrai besoin extrêmement là-dessus. difficile. Ouais. Alors ça, c'est ce qui m'a marqué. D'ailleurs, il faut savoir que ça n'a pas été ce sujet-là n'a pas été choisi par hasard. Ça fait maintenant presque plus d'un an que je travaille au Maroc, à peu près, peu de choses près.
Et depuis près d'un an, je fais aussi une étude sociologique sur les gens, sur les individus que je rencontre, hommes ou femmes, et adolescents, puisque je suis amené à coacher aussi des adolescents pour la petite histoire. D'accord. Et j'ai identifié qu'effectivement, la trend phare au Maroc, c'est le micromanagement, quand on parle d'organisation, quand on parle de management. Et donc, ni une ni deux, j'ai été sauté sur le sujet en venant expliquer, et je pense que c'est important de le dire, que le micromanagement, c'est un sujet qui fait qu'aujourd'hui, alors que le Maroc, il est en train de croître très vite, et ça, c'est impressionnant, et bravo, bravo au pays, bravo à la gouvernance, et bravo vraiment aux entrepreneurs et aux organisations qui font que ça réussit. J'en profite aussi parce qu'on a l'antenne, on a un gros stand-up, un gros big up, pardon, à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de la CAN. Quel exceptionnel moment nous avons vécu. On est très Euh, fiers. je tairai les propos que je voudrais amener sur ce qui se passe à la Coupe du Monde, mais voilà, je suis très très fier d'être marocain et très fier d'avoir pu observer et puis vivre de l'intérieur cet événement qui a été incroyablement organisé, bravo. Et en fait, quand je vois tout ça, et que je vois qu'en même temps les collaborateurs, ils te disent, bah nous, on subit du micromanagement, je me dis, waouh, ça veut dire que là, d'un point de vue PIB, on a des points de PIB à gagner, puisque la productivité, on peut l'augmenter. Mhm. Parce que le micromanagement, je te rappelle, c'est créer des conditions de manière non volontaire, je vais insister Ouais. là-dessus, de manière non volontaire, parce que souvent, c'est pas fait pour blesser ou pour faire du mal, souvent, c'est parce qu'on veut trop bien faire, et on y viendra tout à l'heure très certainement, et qui font que tes collaborateurs, ils sont sur le retrait, sur la réserve, en manque d'autonomie, et qui sont dans le surcontrôle, et on a des pertes de temps sur de la gestion de projet, etc. etc. Ouais. Donc, imaginons demain, on arrive à mettre en place des méthodologies, on va peut-être en parler juste après, euh, de ce fameux management d'excellence dont je parle, à la marocaine, avec les Marocains et les organisations marocaines, peut-être qu'on va aller encore plus vite. Et c'est même une certitude d'un point de vue mathématique, puisque si on produit plus, si on est plus Oui. productif, si on se sent mieux au La travail, performance, elle est la là performance aussi. elle va continuer à augmenter. Ouais. Et puis le niveau de vie et la qualité de vie va continuer à augmenter. Parce que je rappelle quelque chose d'important qu'on oublie, je vais parler d'un impact invisible, mais un collaborateur qui se sent mal au bureau, c'est un papa ou une maman qui rentre avec son mal-être à la maison et Mhm. qui crée des conditions qui ne sont pas forcément positives pour les enfants. Et je pense que tu sais à quel point les enfants sont importants pour moi. Mhm. C'est aussi pour ça que je travaille avec les adultes, c'est pour qu'ils puissent créer les meilleures conditions pour leurs enfants. Ça, c'est un problème qu'on ne voit pas. Ouais. C'est un problème invisible qui est un impact direct du Oui, c'est une des micromanagement. conséquences. Oui. Puis Et ça crée du turnover aussi. alors, Voilà, pour on en le... reparlera certainement. Justement, on va rentrer dans le... Je on va savais que tu me rentrer dans le... préparais des questions. Vas-y, on je va t'écoute. rentrer dans le vif du sujet. Quand tu arrives justement la première fois au Maroc, donc là, tu dis que ça fait quasiment un an Ouais, ça fait un an, que ouais. tu collabores Exactement. ici, que tu travailles au Maroc. Exactement. Le premier signe de management, en fait, que tu vois qui est dysfonctionnel, on en a parlé là de micromanagement, mais dès que tu arrives, ta première mission, tu vois l'entreprise, quel est le premier signe du dysfonctionnement? En fait, Ce que tu vois même avant que quelqu'un t'ait parlé. ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'autorité. D'accord. On a une qualité chez nous qui est fondamentale. On a vraiment cette capacité. Je parlais tout à l'heure de discipline, qui est un des piliers fondamentaux. On a vraiment, dans notre peuple, une culture, une qualité d'éducation qui nous permet d'avoir des bons rapports à l'autorité d'un point de vue familial basique. Oui. Et donc, ce bon rapport à l'autorité, quand j'en fais un parallèle dans l'entreprise, je me retrouve avec des collaborateurs qui sont normalement naturellement, enfin, c'est même pas normalement, ils sont naturellement engagés. Moi, j'ai été même surpris, je vais être honnête avec toi, et c'est pour ça que j'aime travailler au Maroc. J'ai été surpris de la qualité de l'engagement et du patriotisme organisationnel. J'ai même inventé un terme pour ça, le patriotisme C'est organisationnel. au-delà du corporate. Ah, c'est au-delà du corporate. Ouais. Ah, c'est au-delà du corporate. Et puis, je précise quand même que ça fait 20 ans que je bosse en France, que j'ai bossé avec des grosses organisations françaises. Et que je salue d'ailleurs parce qu'il y a des très belles organisations avec des très beaux managers, comme il y en a des moins, comme il y en a des plus compliqués. Et ça, c'est pareil partout. Oui. Mais moi, ce que j'ai observé au Maroc, c'est du talent et c'est de l'engagement. Et je te dis encore une fois, un patriotisme organisationnel qui est sans commune valeur. Et c'est pour ça que le micromanagement est mal vécu. Ah oui. Parce que fondamentalement, comme ils sont très engagés, à partir du moment où je suis dans le surcontrôle, à partir du moment où je suis dans je te retire ton autonomie, où je ne valorise pas ton talent, je ne valorise que le résultat qui n'est pas tout le temps, Oui. c'est problématique. Et pour te répondre sur la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était leur comportement vis-à-vis de mon intervention et surtout des témoignages immédiats. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à poser la première question de OK, comment ça se passe dans vos organisations, les langues se sont déliées. Oui. Et j'ai eu, et alors attention, je parle de tout niveau dans l'organisation. Je ne parle pas que de petits ouvriers, là, je parle de managers et de top managers. Oui. Et il y a eu effectivement des mots, des phrases, des mots durs sur la manière dont ils sont traités. Et j'ai trouvé ça très,
très surprenant, parce qu'on est en train de réussir, Ouais. et en même temps, il y a cette ombre-là qu'il faut traiter. Oui. Et pour moi, ça a été une opportunité, puisque moi, c'est mon travail, justement, de créer les meilleures conditions dans les équipes, de performer, de gagner ensemble. Oui. C'est vraiment mon sujet. Ça a été une opportunité, et c'est pour ça que j'ai parlé de micromanagement sur le Oula, notamment. Mais juste petite parenthèse, je sais que parfois tu fais des interventions dans des entreprises et tu Oui. ramènes même des athlètes Oui, absolument. voilà, olympiques, paralympiques, justement, Absolument. pour partager leur expérience. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Tu connais bien mon travail, donc bravo. Bravo pour tes renseignements. Alors, effectivement, il m'arrive dans l'organisation de séminaires notamment, sur des sujets comme un séminaire sur le courage managérial, par exemple, parce que là, pour moi, c'est un sujet au Maroc, le courage managérial, d'avoir organisé des séminaires où je fais venir un panel d'athlètes, donc deux garçons, deux filles, un vieux, un jeune, un paralympique, et un retraité, et au milieu, deux actives, c'était les filles. Et en fait, je crée ce panel de 4 athlètes. Pourquoi? Parce que ce panel de 4 athlètes, il va venir amener son expérience, son expertise du haut niveau. Donc là, on parle de haut niveau managérial, on parle d'excellence en continu. Et l'idée, c'est de challenger le corporate vis-à-vis du regard du management dans le sport de haut niveau. Donc on vient leur expliquer de manière très concrète comment ça se passe dans le sport de haut niveau. Alors la dernière fois, on avait volley, escrime, comment ça s'appelle, haltérophilie et athlétisme. Mhm. Et ils viennent expliquer leur expérience du management du haut niveau, ils viennent expliquer leur expérience aussi par rapport à la fameuse discipline, la rigueur et la constance qu'ils ont. Ça permet de remotiver, de rebooster les collaborateurs. Et en fait, ça nous a permis de travailler avec l'organisation qui nous a fait confiance sur 2 sujets, à la fois du team building et à la fois de la transfo. On était en préparation de transformation, de conduite de changement. D'accord. Et en fait, ce qui est très puissant dans cette méthode, c'est que je ne vous donnerai pas mon secret, parce qu'il y a un petit truc que je fais qui n'existe pas ailleurs. Il faut garder le secret. Je garde le secret, puisque là, c'est ma patte, justement, qui fait la différence. Et c'est pas APT pour le coup. Hein, Justement, il faut te contacter pour avoir ce secret. Voilà, il faut me contacter. Il faut surtout vivre l'expérience. Et en fait, le secret, c'est que, grâce à ce secret, grâce à ce travail commun qui est partagé avec l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des lignes managériales qui sont présentes, c'est pas 2 ou 3 collaborateurs. Là, on l'a fait devant 150 collaborateurs. Mhm. En fait, on reconstruit la confiance, on reconstruit le mouvement vers l'avant, et on construit l'ambition du groupe. Oui. Donc, on n'est pas que dans oui, j'ai vu des sportifs, c'est très cool, et ils étaient là, c'est génial, je suis trop Oui, content. puis c'est un j'ai eu booster autographe. aussi, oui. Je joue sur l'addiction Oui. au sport des hommes et des femmes Oui. pour justement créer émotionnellement un cocon où on a envie d'en savoir plus. Je suis curieux parce que je vois des gens que je voyais à la télé à Paris 2024, ils sont exceptionnels. Moi, je veux en savoir plus. En plus, comme j'amenais un retraité qui vient, c'est l'ancien capitaine emblématique du Paris Volley, pour la petite histoire, qui vient ici, qui parle de sa reconversion dans le monde de l'entrepreneuriat. Du coup, on a vraiment une fusion d'un ensemble d'intentions, un ensemble d'ambitions qui nous permet de faire bouger un groupe complet. Et 2 ans après, on avait des retours des DRH qui nous disaient, là je pense à cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui a été dans la fonction publique notamment, donc on a vraiment vu faire bouger les gens qui sont, d'après ce qu'on raconte, qui travaillent le moins et qui ont moins envie de bouger, et ça les a transformés. Et ça, c'est important. Je le fais aussi d'un point de vue individuel, puisque je fais aussi de la conférence, on ne l'a pas précisé. Je peux intervenir sur des sujets divers et variés. Là, je vais intervenir pour un grand groupe français sur comment je fais, moi, en tant qu'individu dans l'organisation, pour prendre soin de moi et être performant en continu. Mhm. La cible, c'est des DG, des DGA et des managers qui ont des profils intrapreneurs forts et qui n'arrêtent pas de travailler. Oui. Donc, comment on fait pour que cette ressource, elle ne s'épuise pas, Oui. et comment on leur apprend que dans le haut niveau sportif, parce qu'on vient les challenger avec le haut niveau sportif, il faut savoir que sportif de niveau, quand il sort de l'entraînement, il va prendre soin de lui. Oui. Il ne va pas rentrer, manger, dormir comme nous on fait quand on sort de la salle. Non, lui, il va au massage, il va à la cryo, Oui. il va au hammam, Mhm. il va prendre soin de lui. Il va rentrer, il a son pistolet masseur, il prend soin de lui, il passe sa douche froide, prendre soin. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la performance si on n'est pas dans le prendre soin. Et je dirais même que pour faire de la performance, et ça c'est important que les managers marocains, que les dirigeants marocains l'entendent, pour être performant, il faut d'abord apprendre à prendre soin. Oui. Imagine maintenant, ils passent leur temps à être ultra performants en n'ayant jamais pris soin d'eux. Si Oui, demain, forcément, ça va je craquer. prends soin d'eux, mais si demain je prends soin d'eux, la performance qu'on croyait être la performance maximum va être différente. Mhm. Elle va évoluer. Et les conditions vont évoluer. Et ce sera tout à leur honneur d'avoir créé ces conditions-là. Oui. Et là, justement, tu n'as pas fini, tu disais 2 ans après. 2 ans après, ils sont actifs. Ok, Ils super. sont actifs. Après, ils en redemandent, bien sûr. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde. Mais je trouve ça bien que dans la fonction publique, ils aient cette démarche. C'est généralement plus du privé
qui sautent le pas, mais c'est vrai que là, c'est intéressant de... En fait, c'est une approche extrêmement innovante. Comment amener le management du sport de haut niveau dans l'organisation, c'est quelque chose que je porte depuis des années maintenant. Et c'est vrai que récemment, notamment grâce aux Jeux Olympiques, on a pu approcher des organisations qui se sont ouvertes à cette approche. Et je sais que mes amis marocains, mes amis DG marocains sont dans une envie de mettre ça en place. Ils n'ont pas l'impression que c'est possible. Moi, je vous dis que non seulement c'est possible, mais en plus, les résultats, ils sont impressionnants. Ça, je le garantis. Ça, je le garantis. Ok, super. Ben justement, tu parlais du micromanagement au Maroc. C'est une question de culture, de peur ou de formation? D'où ça vient, selon toi? Est-ce qu'on a 2 heures? Pas Alors, 2 heures, mais je vais essayer de répondre 1 rapidement. minute 30. 1 minute 30, c'est parti. Alors, très sérieusement, je pense que c'est multidimensionnel. Oui, D'abord, c'est culturel. Pourquoi? Parce que je pense que le management à l'occidental qu'on nous apprend dans les écoles n'est pas aligné. J'ai pas dit qu'il n'était pas bon. oui, J'ai dit qu'il n'est pas aligné d'accord. avec notre héritage socioculturel. Oui, Ça, c'est important. Donc, effectivement, un management anglo-saxon, il est créé normalement sur la base d'études sur des groupes, plutôt d'hommes, mâles blancs. mhm, Et donc, c'est pas des études qui sont faites sur des Marocains, des Algériens ou des Sénégalais. mhm, Donc, l'approche managériale qu'on nous apprend et dont on est fier d'aller apprendre et d'aller utiliser, l'approche occidentale telle que je la raconte, elle est limitée et limitante. d'accord. C'est un peu comme les réponses sur ChatGPT, si je peux Oui. me permettre. Quand une femme va poser des questions sur la santé à ChatGPT, il faut savoir que cette femme, elle parle à ChatGPT. ChatGPT, lui, il a des échantillons de réponses qui sont formulés par des hommes pour des hommes. Mhm. Donc forcément, C'est pas se vraiment faire accompagner par adapté. ChatGPT pour se soigner quand on est une femme, ça n'est pas adapté. Mhm. Ça, c'est important de le savoir. Donc, comme nous, on cherche de la perf, il faut qu'on aille chercher comment on fait pour avoir la meilleure réponse et la meilleure solution. Alors, d'un point de vue culturel, le management occidental n'est pas aligné avec le management. Il y a des milliers d'exemples, on pourra en parler en commentaire s'il faut. Ensuite, il y a un autre point, c'est que lorsque nous grandissons, nous apprenons le respect, nous apprenons la bienveillance, nous apprenons le prendre soin dans nos familles, et nous l'apprenons avec notre fonctionnement culturel. Moi, quand j'ai mon diplôme, j'ai mon super diplôme, mon super bac plus 5, je suis embauché dans une très belle entreprise, une OCP, la CDG, peu importe, je suis embauché. Lorsque je vais arriver et que pour la première fois de ma vie, je vais venir manager des gens, si je vais manager directement, si j'ai un profil plutôt technique, plutôt expert, Oui, technicien, je n'ai pas à développer mes compétences humaines. Bien sûr que j'ai appris le management à l'école, mais le management à l'école n'est pas le management dans le monde du travail. oui, dans la vraie vie. Donc je vais arriver et je vais demander à mes équipes d'être aussi bons que ce que moi je suis bon. Et c'est pas du management, ça. Mhm. Ça, c'est pas du management. C'est D'accord. pas de l'accompagnement d'individus. Ça, c'est, les gars, il faut me copier parce que moi je sais faire, on m'a mis à ce poste-là et faites comme moi parce que. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive rapidement à du surcontrôle. Mhm. C'est pour ça qu'on peut aussi arriver, tu connais notre éducation, qu'on peut aussi arriver à des comportements autoritaires avec des gens. Parce que comme les gens ils font pas bien, c'est un peu comme nos petits frères et nos petites Oui. sœurs, on veut, les gars, il faut Ça vous réveiller. infantilise, oui. Exactement. Mhm. Je voulais que tu le dises toi, pas moi. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un comportement infantile. Oui, Tu mets de l'infantilisation dans ta relation professionnelle et donc tu renforces le micromanagement. Et ça, il faut savoir, et j'insiste là-dessus, et vraiment j'insiste là-dessus, j'ai pas de statistiques parce que j'ai pas encore mené mon étude et je pense qu'il me faudrait 10 ans pour le savoir, mais je peux dire, et je prends le risque de poser une loi de Pareto. Je pense que même plus de 80% des managers qui aujourd'hui sont, j'allais dire, que sont acteurs dans le micromanagement, ils ne le sont pas par volonté malveillante, oui. ils le sont dans une volonté bienveillante, incontrôlée. Parce que eux aussi, ils veulent performer, ils veulent du résultat, ils veulent ci, ils veulent ça. Il y a un point qui est important aussi, et je ne suis pas le seul à le dire, donc ça c'est important, c'est que nos organisations, elles ne fonctionnent pas sur la valorisation du talent. Elles fonctionnent sur la valorisation de la loyauté. Mhm. Ah, elle s'appelle l'égocratie. Et bien quand on est dans une égocratie, forcément, ce qui est attendu, c'est pas que les talentueux réussissent, c'est que les loyaux réussissent. Mhm. Donc si je reçois une consigne de mon chef qui n'est pas tout à fait très managériale, Ouais. c'est pour ça que je travaille aussi avec les dirigeants, pour apprendre à mieux communiquer en interne. Admettons. Ben cette consigne, moi, comme je veux évoluer et que je sais que c'est principalement la loyauté qui va prôner, Mhm. je vais faire du téléphone arabe avec ma version et je vais envoyer la consigne de cette manière-là à mon équipe. Sauf que là, j'ai pas protégé mon équipe et mon équipe est pas prête à recevoir ce genre de message, sinon il serait manager. Ça, il faut l'entendre. Hein.
quand mon directeur général, il me dit à moi, manager, quelque chose, moi, ce qu'il me dit, moi, je dois apprendre à le traduire pour le communiquer à mon équipe. Oui. Si je donne le même message à mon équipe, en fait, mon équipe est manager comme moi, donc on devrait tous avoir le même salaire et il n'y a Oui, pas de exactement, collaborateurs, oui. tu vois. Donc, le fait d'avoir un poste de manager, ça impose un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements Oui. professionnels qui sont parfois Une oubliés. responsabilité, oui. Parfois, elles sont oubliées, parfois, il n'y a pas le temps, parfois... Et encore une fois, j'insiste, je ne jette la pierre à personne. Oui, oui. Ce n'est pas par malveillance. C'est juste parce que je suis dépassé. C'est juste parce que je veux vraiment bien faire. Ou c'est juste parce que, et là j'en reviens au premier point, j'ai pas appris correctement Mhm. à développer mes compétences managériales. Parce qu'effectivement, et c'est ça le point majeur que j'ai observé au Maroc, on assoit des techniciens, des vrais experts, des ingénieurs incroyables. Et franchement, je crois me rappeler que les 10 meilleurs polytechniciens de la dernière Oui. promo sont des Marocains. Oui, oui, oui. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je vais pas arrêter d'en rajouter. Exactement. Ou soit, on va être quelqu'un de très humain, très très humain, mais qui sera un vrai manager, mais qui n'aura pas cette compétence experte et technique. Oui. Et je viens de le dire, on est dans des écocraties. Donc on va faire monter l'expert qui n'a développé aucune compétence humaine. Je dis pas qu'ils ne seront pas humains, attention. Oui, oui. Mais quand on est manager, Intelligence émotionnelle. on développe des soft skills. Mhm. Et ces soft skills-là, quand on a développé les hard skills, on n'a pas le temps de développer les soft skills. On les développe un peu, mais pas suffisamment. Ouais, Et c'est vrai. du coup, on se retrouve à manager en tant qu'expert. Et donc, on devient le gendarme dans l'organisation. Et c'est Ok. pas ça, un manager. Oui. Il faut comprendre, et je vais le dire, je vais être très direct. Les problèmes qu'il y a dans les organisations, c'est toujours de la faute des managers. Donc si, là, tous les salariés vont être très contents, ils vont dire « Ah, Mohamed, il a dit un truc, c'est C'est pas Mohamed de qui l'a notre dit, c'est pas de notre faute !» Pourquoi je dis ça? Parce que si je reprends le baseline du travail du manager, c'est mettre les moyens et les ressources, comme celui du directeur, comme celui du dirigeant, pour le niveau d'en dessous, c'est mettre les moyens et les ressources pour ses équipes pour atteindre leurs objectifs. Oui. Les soutenir et les accompagner avec du leadership pour les pousser et les soulever vers le haut, parce que si je les soulève vers le haut, ils me soulèvent naturellement vers le haut. Oui, bien sûr. Et c'est pareil dans toutes les strates. Donc si je pousse tout le monde vers le haut, à la fin, le chef, il est très content parce qu'il est très très haut. Du coup, c'est un cercle virtueux finalement. On sort du cercle vicieux de l'autoritarisme, Oui. qui est malheureusement ce que nous amenons de manière bienveillante, mais qu'on ne sait pas maîtriser en organisation, vers de l'accompagnement, vraiment vers un comportement de manager. Super. Du coup, il y a beaucoup de questions auxquelles tu m'as répondu, donc c'est top. Trop bien. On avance. Euh, Donc finalement, ce que je veux dire, peut-être en attendant que tu Oui, cherches ta oui, question, vas-y. finalement, c'est culturellement, finalement, s'il y a un problème dans les organisations marocaines, mon hypothèse pour l'instant, elle vient du fait que nous n'avons pas pensé à moderniser notre économie, nos organisations, avec notre héritage socio-professionnel. Oui. On l'a modernisé en s'appropriant, en important la méthode occidentale, que je respecte, et je rappelle que j'arrive de là aussi. Oui. Je ne dis pas qu'il faut rejeter, attention, je suis pour l'ouverture à un travail en diversification. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, si moi je suis l'équipe du Maroc et que je joue comme l'équipe de France, mais que j'ai pas les joueurs de l'équipe de France, Oui. et que je n'ai pas la mentalité de l'équipe de France, je vais pas y arriver. Oui, Par contre, si je suis l'équipe du Maroc, qui joue comme l'équipe du Maroc, qui développe un jeu particulier, avec une approche stratégique particulière et un respect pour eux-mêmes et les autres, je nous fais plaisir en même temps, mais c'est une réalité. Là, j'ai ma vraie identité. Et là, forcément, les foules vont se lever. Ce sera pareil pour les organisations. D'accord. Du coup, justement, comment on transforme ces caractéristiques culturelles en force managériale plutôt qu'en frein? Alors, est-ce que je C'est suis noté? Gros sujet. Est-ce que je suis noté? Oui, justement, tu vois tous ces avantages dont on parlait tout à l'heure. Tu as parlé de l'autorité Oui. à la hiérarchie, de cette confiance, de ce Oui. relationnel qui se met en place avant tout. Du coup, comment on transforme ces freins, entre guillemets, en force? Alors, je vais t'en citer quelques-uns D'accord. en live. Et puis, on pourra refaire un podcast si tu veux, parce que c'est peut-être long. Et puis je rappelle que j'ai 1 an d'ancienneté d'études sociologiques avec 200 personnes accompagnées seulement. Oui. Donc, je n'ai pas de visibilité sur Maroc, un échantillon. Je préciser. précise au Maroc. Voilà, Ouais, je précise au Maroc. Ouais. Donc, je n'ai pas. En fait, j'ai pas envie de mélanger avec ce que je sais d'ailleurs. Parce que je travaille en France et avec d'autres pays. Et j'ai pas envie de mélanger. Je veux rester sur ma spécificité marocaine. Oui, bien sûr. Le Maroc est un pays d'accueil. Mhm. Le Maroc est un pays de respect. Le Maroc est un pays de diplomatie. Le Maroc est un pays de sécurité. Pardonne-moi, je les écris pour ne pas les oublier. Je réponds à ta question en live. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est accueillir?
Accueillir, c'est être en capacité d'ouvrir son espace en respectant les besoins et les attentes de l'autre. Ça, c'est accueillir. Quand nous accueillons des touristes, et notre pays est un champion international sur le sujet, Mhm. et on l'a vu encore pendant la CAN, j'en profite, et on le verra très certainement encore pendant cet été, on le voit tout au long de l'année. Quand on sait accueillir les gens, on sait créer des conditions pour créer du lien. Mhm. Donc le Marocain, par nature, c'est créer du lien naturellement. Et là, je parle de l'ADN de tous les Marocains. Oui, ouais, c'est École vrai. ou pas école, Ouais, diplôme ou pas diplôme. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'élite dans mon discours. C'est les Marocains sont ainsi. Donc une première force culturelle, l'accueil, c'est l'accueil de l'autre. Et l'accueil de l'autre est un des fondamentaux du management. Quand je suis dans une situation de crise et que j'ai un collaborateur qui est en face de moi et qui vient avec un problème, si je le remets à sa place avant même de l'avoir écouté, compris, vérifié, challengé, etc., ben en fait, je n'accueille pas. Je Mhm. ne fais que être autoritaire. Oui. L'accueil. Le respect, c'est un fondamental dans notre pays, c'est un fondamental dans notre religion, le respect de l'autre. Le respect, et je viens de parler d'accueil, s'il n'y a pas d'accueil, sans respect. Mhm. Peu importe que tu sois vert, jaune ou violet, si les ovnis arrivent un jour, on les recevra avec grand plaisir au Maroc, il n'y a aucun problème, parce qu'on sait faire. Mhm. Ce respect-là, c'est un des fondamentaux de la création, de la renforcement de la relation. Lorsque je t'accueille chez moi, si je te respecte chez moi, naturellement, tu vas m'apprécier. Alors, dans le management, c'est la même chose. Basico-basique. Oui. Dans le coaching, c'est la même chose. J'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, quelque chose qui me tient particulièrement au cœur. Fils de diplomate, je vais te parler de la diplomatie. Oui. La diplomatie, avec la sécurité, j'y viendrai après, mais la diplomatie, on est des champions de la diplomatie internationale. Oui, c'est vrai. Soyons clairs. On est des champions. Très clairement. Là, c'est Coupe du Monde sur Coupe du Monde. Donc, si nous sommes des diplomates à l'international, c'est pourquoi. Je vais l'expliquer. Notre capacité d'écoute, notre capacité de compréhension, notre capacité de stratégie et notre capacité surtout, encore une fois, je reviens à l'accueil. Nous savons comprendre l'autre. Nous savons entendre les attentes de l'autre. Nous savons comprendre le plan de l'autre. Mhm. Et donc, nous nous positionnons de manière stratégique et nous accompagnons leur développement et notre développement de la meilleure des manières. Enfin, il y a la sécurité. Enfin, là, je t'en parle, mais je crois que tout le monde est au courant. Si le Qatar il nous a appelés, si les États-Unis nous ont appelés, bon, ils nous ont appelés, ils n'ont pas bien appliqué, mais c'est pas grave, ça c'était gratuit. C'est parce que nous sommes un champion aussi dans la sécurité. Exact. La sécurité des foules. Moi, c'est un pays, je suis dans le seul pays que je connais où je n'ai aucun sujet de Même la sécurité. France, pendant les Jeux Olympiques, ils ont fait appel. Pareil, 2024, Ouais, également, c'est tout à fait le cas. Et quand je te parle de sécurité, là maintenant, je vais ouvrir. Je ne parle pas que de sécurité physique, je parle aussi de sécurité émotionnelle. Oui. Si on sait protéger le physique, nous devons appliquer ce que nous savons faire dans le physique, dans l'émotionnel. Et un manager qui sait protéger la sécurité émotionnelle de ses collaborateurs, qui sait, en écoutant, Très important. pas besoin de faire des trucs gigantesques, hein. Mm. Dans l'écoute active, dans la compréhension, dans l'empathie. J'ai pas dit qu'il faut leur donner raison tout le temps. Oui. J'ai pas dit que ces Mais collaborateurs... ça ne feront jamais désamorce d'erreur. déjà, ne serait-ce que d'écouter une vraie écoute active. Et je vais te dire, 100% des relations qui sont créées avec des liens vraiment, vraiment sincères et sains, il n'y a pas de situation conflictuelle qui ne se règle pas. Il y aura toujours des problèmes de toute façon entre nous, Oui. mais il n'y a pas de situation conflictuelle qui ne se règle pas. Je veux dire, sans utiliser d'autorité ou machin, on peut être dans une conversation et on peut trouver des solutions grâce à ça. Donc voilà 4 des éléments culturels Ouais, que je c'est te top, partage, qui sont... Bravo, ça synthétise bien. J'en ai plein d'autres, mais on n'a pas le temps. Mais honnêtement, je pense que fondamentalement, et tout ce que j'ai dit, c'est pas, et ça j'insiste là-dessus, ce n'est pas que l'élite marocaine qui l'a développé. Oui, C'est l'ensemble. Quand je parle de l'ensemble des Marocains, ouais, c'est du vrai. moins jeune au plus vieux. Alors oui, on va me dire, oui, mais tu sais, des fois, les gens respectent pas, ils sont pas polis, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Il faut se rappeler qu'on est dans un... On est fait de dunya. Et il y a des interactions... Eh ben, il y a des gens, ils savent pas gérer leur stress, leur anxiété, Oui. ils ont besoin de reconnaissance, et c'est pour ça. Exact, ouais. Et c'est pour ça que le coaching se développe au Maroc, et le coaching professionnel, j'insiste là-dessus, se développe au Maroc. C'est parce que les gens ont besoin d'évoluer maintenant et qu'ils sentent qu'ils sont en capacité d'évoluer. Et le Marocain est capable d'aller très loin, très haut. C'est pour ça que je parle de management d'excellence à la marocaine. Bah, super, bah, justement, on va transitionner sur cette partie-là. Le manager qui aura réussi sa transformation, il ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il aura fait différemment? Alors déjà, j'aimerais rappeler que c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que je voulais vraiment te donner des réponses très précises. C'est qu'il faut... Pourquoi je dis que quand on a amené le management occidental
Au Maroc, on a amené de la perf, on a amené de l'organisation. OK, on a pu évoluer, ça se passe très bien. On a l'impression que partout, ça fonctionne. Mais les observations que je fais sont des observations sociales, sociologiques, c'est des observations factuelles. Et pourquoi ça arrive? Bah, c'est parce que, c'est une phrase de Peter Drucker qui dit: «La culture mange la stratégie au petit déjeuner». Mhm. Donc il faut comprendre que si on pense que c'est la stratégie des entreprises qui permet aux entreprises de réussir, il faut comprendre aussi que la stratégie peut être problématique lorsqu'elle n'est pas alignée à la culture. Et là, je D'accord. reviens sur l'écologie de soi comme moteur de performance durable aussi pour les organisations, parce qu'une organisation, elle est considérée, quand je fais du coaching d'organisation, comme un individu. On la Mhm. traite comme un individu, l'organisation. Ok. Et chacun des piliers de l'organisation est comme un organe. D'accord? Pour répondre à ta question, euh, j'ai tellement de réponses. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ben, comment le manager marocain, aujourd'hui, dans ce qu'il est, tu fais une espèce d'état des lieux dans ce qu'il est Oui. aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que demain, ce sera un meilleur manager après ton accompagnement? Enfin, quelle est la transformation qu'il aura le plus réussi? Moi, je pense que le manager marocain, quand il sera véritablement connecté à ses racines, quand il aura véritablement compris la force de ses racines, la puissance de ses racines, et c'est tout l'engagement des accompagnements que j'ai actuellement, lorsqu'il comprend d'où vient tout ça et lorsqu'il a une perception différente du monde, parce qu'on peut avoir des perceptions qui sont biaisées à cause des biais cognitifs, comment il deviendra meilleur? Il deviendra simplement lui-même. J'ai pas la meilleure réponse que celle-là. Moi, je crois véritablement en les individus que j'ai autour de moi, je crois véritablement en leur bienveillance. Je te dirais pas que je suis un détecteur de mensonges, mais pas bien loin. Mhm. Et quand je dis ça, je le dis avec les conversations que je peux avoir, et encore une fois, je le dis que ce soit dans les coachings collectifs, les coachings individuels, dans les formations que je fais, j'ai en face de moi des gens engagés, des patriotes organisationnels, avec une volonté toujours de délivrer, de faire de leur mieux, à des fois s'en rendre presque malade Oui. mentalement, parce qu'ils ont véritablement l'intention de faire réussir l'organisation. Et dans ce cadre-là, un manager qui fait du micromanagement alors qu'il cherche vraiment à faire du mieux, à partir du moment où on va le reconnecter à lui, on va lui refaire réfléchir sur son fonctionnement et comment il peut adapter son fonctionnement à l'organisation, à l'équipe, à l'individu qui est en face de lui. En fait, en devenant lui-même, il va devenir meilleur. Il n'y a D'accord. pas de... Tu sais, c'est un peu comme... si tu m'autorises ce trait, c'est un peu comme dans la religion. Plus tu te rapproches de ta foi et plus tu grandis. C'est Mhm. la même chose. Plus tu D'accord. te rapproches de toi, plus Tu tu te renforces reconnectes ta à foi, plus tu toi-même, te oui. reconnectes à toi, plus tu grandis. Mhm. L'idée de vouloir réussir pour réussir, elle nous emmène, elle nous fait nous perdre parfois. Oui. C'est la fameuse idée de dunya. Moi, c'est comme ça que je le vois. En revanche, lorsque je suis connecté à moi, à mes croyances, à ma foi, à mon intention, à ma volonté, et que je me dis, OK, là, j'y arrive pas, je vois bien qu'il y a des conditions qui ça. Ou alors, des fois, je le sais pas, hein. Des fois, je ne sais même pas que je crée Oui, ces c'est pas conditions-là. conscient, oui. Des fois, c'est pas volontaire. Et puis, parce que je l'ai dit, c'est Mm. pas toujours volontaire, hein. Je Oui. pense qu'ils sont moins de 10% à être malveillants. Oui. Vraiment, hein. Bah, OK. Donc, dans ce cas-là, je peux en prendre conscience et je me dis comment je peux y aller. Soit je me fais accompagner, soit l'organisation me fait accompagner. Mais en tout cas, je travaille sur moi pour pouvoir être un meilleur individu pour le collectif. Et pour moi, c'est l'individu qui sert le collectif. C'est pas le collectif qui sert l'individu. C'est-à-dire que dans une équipe, je vais reprendre le football, que ce soit El Zazouli qui nous manque d'ailleurs, hein, on lui passe un message, Oui. mais que ce soit El Zazouli, que ce soit Brahim, que ce soit Zabiri, que ce soit Masraoui, qui ont chacun un rôle. Masraoui, il va pas tirer au but. Hakimi, Mhm. il va tirer au but parce qu'il a les possibilités. Mhm. Tu vas pas voir Mazraoui monter pour aller tirer au but. Il va faire son travail, il va le faire de la meilleure des manières et il va transmettre. Mhm. Et ça se passe comme ça dans le football. Le sport, c'est ça le collectif. Il va soutenir son attaquant en défendant et son attaquant va marquer pour soutenir son défenseur qui défend et Ouais. faciliter son travail. Et ça, on ne le voit pas. Du coup, c'est un travail d'équipe qui font qu'ils réussissent. Ce Bon, qui- voilà, après, ça dépend s'ils marquent ou pas. Mais en tout cas, qui font tout pour réussir. Chacun dans son la rôle. volonté de faire ensemble, Mhm. elle est claire dans l'équipe marocaine. Je prends ça parce qu'on est en pleine Coupe du Monde. Oui. La volonté, elle est claire. L'intention, elle est claire. Chaque rôle sont clairs. Et la manière de communiquer est claire. Ça fonctionne. Mhm. Le fait qu'il ne marque pas, c'est un autre. On est sur Oui. un autre sujet. Oui, C'est oui. pas, Mais c'est pas d'ailleurs, on lié. a vu la transformation de mindset de l'équipe marocaine. Auparavant, Absolument. on se disait qu'on ne passerait même pas les poules. C'était Absolument. ancré en nous. Absolument. Et aujourd'hui, on se dit oui, on va gagner la Coupe du Monde. Ah ouais, même la Ligue des Champions, un jour, on va la gagner pour rire. Ben justement, ça me permet de transitionner sur la question. La Coupe du Monde 2030, elle arrive au Maroc. Ouais. C'est Ça quoi arrive. l'impact que ça devrait avoir sur nos organisations au-delà du football? Tu vois, justement, vu que tout est en train de se développer à une vitesse folle.
Écoute, je suis ravi que tu me poses cette question parce que, en fait, c'est très en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mhm. Je pense que le jour où le Maroc comprendra, et je pense que ce sera le premier pays au monde à le comprendre, parce que les États-Unis l'avaient compris d'une certaine manière, mais ils en ont fait un business. Je pense qu'il faut comprendre que le sport, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour éduquer les citoyens. Le Mhm. sport est le meilleur moyen pour éduquer les citoyens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des mathématiques, je dis qu'il faut faire des mathématiques, pardon. Je dis qu'il faut former des ingénieurs, je dis qu'il faut aller le plus loin possible dans la recherche. Et je dis aussi que le sport doit être un fondamental dans l'éducation. Pourquoi? Parce qu'on le voit lorsque les gens ne sont pas des sportifs, mais que le sport arrive dans l'environnement, il crée de la joie, de la bonne humeur, il crée des interactions, des interconnexions très fortes, il crée Dépassement de soi. du dépassement de soi, mais il crée aussi pour l'activité économique des choses très intéressantes. Il permet à des gens qui n'ont pas pu développer des business avant de trouver des opportunités. Il permet à ceux qui l'ont développé avant de continuer à développer des opportunités. Donc la Coupe du Monde 2030 au Maroc, ça a été comme la CAN, et je suis convaincu que ça va être encore mieux. Mhm. Et j'ai hâte de vivre ça, et j'ai hâte de pouvoir vivre ça en tant que Marocain. Mais je pense que la Coupe du Monde, elle doit avoir le même impact que Paris 2024 a eu dans les organisations en France. Mhm. C'est-à-dire que les entreprises marocaines ou les entreprises étrangères qui sont au Maroc doivent se rapprocher du sport de haut niveau, doivent utiliser le sport de haut niveau. Et là, moi, je suis un porte-drapeau pour le sujet, pour intégrer le management du sport de haut niveau dans les organisations et pour travailler notamment sur ces sujets de micromanagement, mais pas que, il n'y a pas que ça. Oui. Il y a, là, il y a des cas de formation de prise de parole en public, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets. Mais cette Coupe du Monde 2030, il y a un enjeu de gagner la Coupe du Monde à la maison, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a un enjeu qui est plus important, c'est de gagner cette Coupe du Monde en ayant réussi à peut-être faire diminuer allez, un tiers. Moi, c'est un rêve, mais un tiers de gens qui se plaignent de micromanagement en moins, je ne sais pas combien de points de PIB en plus. Alors, je n'ai pas la calcul, je ne suis pas économiste, Mhm. mais je suis convaincu que d'un point de vue de l'épanouissement personnel, d'un point de vue de l'engagement, comme on est déjà très fort, si demain il y a moins de micromanagement, il y a plus de bien-être dans les boîtes, il y aura plus de suggestions, il y aura plus d'innovation, il y aura plus de De transformation, performance, il y ouais. aura plus de perf, Mhm. et alors on va tout gagner. Ouais. On va tout gagner. On va pas gagner de l'argent parce qu'on nous a ramené de l'argent par le business qui vient de l'extérieur. On va gagner de l'argent parce qu'on est dans le mouvement de la réussite de la Coupe du Monde. Oui. Et ce mouvement-là va nourrir l'équipe nationale qui ira gagner la Coupe du Monde. Et on parle beaucoup de football, mais moi je te parle de toutes les équipes, Oui, oui. tous les collectifs, tous les individus marocains qui sont dans ce mouvement-là. Moi, tous les sportifs, je les salue et je dis, il faut suivre leur mouvement, il faut suivre cette discipline, cette rigueur, cette constance. Mhm. Il faut s'imposer, de se dire, on n'est pas bon quand on n'est pas bon, et de se dire, OK, là, on pense qu'on est bon, mais quand je fais un 360 en interne, je me rends compte qu'il y a des problématiques. OK, bah comment on traite ces problématiques? Ne Ouais. pas avoir honte des problématiques. Au contraire, Oui, bien quand sûr. on gagne, tout le monde est content. Mais quand on va commencer à perdre, on va se rendre compte des problèmes. Mhm. Bah, venez, on continue à gagner, et on se pose la question de quel problème on a alors qu'on est en train de gagner. Oui, oui. Ça, c'est une approche une approche d'anticipation, et c'est une approche qui ça va nourrir le peuple. Ça va pas nourrir que les cadres ou les dirigeants. Cette dimension, elle va nourrir aussi les étudiants. Ce message-là, il n'est pas fait que pour mes potentiels clients. Et je rappelle que je travaille avec des dirigeants, des managers, des sportifs de haut niveau, mais j'interviens aussi pour des jeunes qui veulent être des futurs sportifs de haut niveau. Mhm. Donc je travaille avec tout le monde. Je donne des cours en France, et j'aimerais donner des cours au Maroc si c'est possible, sur des sujets divers et variés d'entrepreneuriat, etc. Mais le message que je leur passe, c'est créer le mouvement et mettez le mouvement. Et ça a été pour la petite histoire, et je veux resaluer vraiment l'équipe du salon du Future of Work. Cette année, le thème, c'était en mouvement. Mhm. Tu vois, on est tous alignés sur cette croyance que ceux qui sont en train de faire de l'innovation, ils sont en train de créer de nouvelles pratiques, ils sont en train de rechercher de nouvelles méthodologies. Ça va nous mener à être en mouvement. Et c'est en mouvement vers nous-mêmes. Moi, je vais insister là-dessus. C'est pas en mouvement vers les autres. Oui. Oui, les autres, on sait y aller. On l'a dit tout à l'heure, on est Oui, très oui. diplomate, on sait faire plein de choses. Nous sommes des très bons commerçants, nous avons de très bonnes activités stratégiques, d'accord. Mais aussi, il faut revenir vers nous-mêmes et valoriser cette noblesse à la marocaine, cette noblesse africaine que nous avons, parce qu'elle n'est pas que marocaine, elle est aussi africaine, que nous avons en nous, et enfin être fiers de ce que nous sommes. Moi, Exactement. ça, c'est un vrai message que je veux passer. Parce que la Coupe du Monde, c'est pas juste on va la gagner, et ça y est, on va faire de l'argent. Et je pense que la Coupe du Monde, pour la jeunesse, ça doit être, et je pense que ça a été un sujet ces derniers temps au Maroc, ça doit être un déclenchement d'un nouveau monde, en fait, Ouais. d'une nouvelle façon de faire. Des possibles, changement des Exactement. possibles. Des ouais. opportunités incroyables. Et le Ouais. Maroc, moi, aujourd'hui,
en tant que vieux, que j'ai que 46 ans. Mais en non, tant tu n'es que pas vieux, arrête. je salue tous les vieux qui ont 46 ans. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, à mon âge, je vois les opportunités. Je ne peux pas toutes les saisir, heureusement. Si je pouvais toutes les saisir, je ne dormirais plus jamais de ma vie. Il y a énormément d'opportunités. Mais pour ça, il faut un niveau de maturité, il faut un niveau de compréhension, il faut un accès à un certain niveau de financement. Tu vois. Et tout ça, il est en train d'être mis en place. Le Maroc fait des choses exceptionnelles. Et alhamdoulilah, on avance. Oui. Mais moi, mon truc, c'est de dire, OK, tout ça, il est catalysé par mes collaborateurs là, mes équipes, mes top managers qui sont en difficulté. Si je les mets bien, en fait, ils vont ramener l'énergie positive à la maison. L'énergie positive à la maison va emmener les jeunes à être positifs. Et ça va construire véritablement, ça va renforcer le projet de Sa Majesté le Roi, de renforcer le Maroc dans les années à venir. Moi, je suis convaincu que 2030 va être une véritable réussite parce que ça va être la continuité juste de la CAN. Et justement, moi, j'aime beaucoup ton approche parce qu'à l'ère de l'IA, c'est limite l'IA va remplacer tous les êtres humains. Ouais, parlons bien. Alors que toi, c'est vraiment le cœur d'une entreprise qui réussit. C'est les collaborateurs et finalement, c'est l'humain. Donc toi, tu fais en sorte que cette richesse humaine soit accompagnée et soit valorisée pour performer dans l'entreprise. Alors, je vais conclure et je vais te parler de l'IA rapidement. Rappelle-toi, et c'est Marcus Buckingham qui le dit, que les gens ne quittent pas les entreprises, ils quittent des managers. Donc aujourd'hui, le turnover au Maroc, il n'est pas lié au fait que les organisations... Alors c'est possible qu'il y ait des organisations qui ne soient pas performantes et qui soient dysfonctionnantes. Ça existe aussi. Ça existe aussi, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. En revanche, dans la plupart des cas, les gens, quand ils s'en vont pas parce que l'organisation n'était pas à la hauteur. Ils s'en vont parce que le manager les a mis dans des conditions qui leur ont fait dire « moi, je ne veux plus continuer à travailler ici ». Et ici, ça sous-entend avec lui. Et encore une fois, moi, je le montre lui du doigt, mais pour moi, lui, il n'est pas forcément responsable de tout ce qui se passe. Et ce qui est responsable, c'est des causes qui sont plus systémiques. Et c'est pour ça que je parle de management d'excellence à la marocaine et que je parle de développement de management d'excellence à la marocaine, parce que l'humain est au centre du 21e siècle, contrairement à ce qu'on croit. Tu veux qu'on parle d'IA quelques secondes ? Moi, je suis convaincue. On va parler d'IA rapidement. Alors, je ne suis pas un expert en IA, mais je suis amené à très souvent travailler sur les sujets, parce que j'accompagne une partie de mon équipe en France sur de l'intégration de l'IA dans les organisations pour faciliter la productivité. Donc, c'est des choses qu'on fera au Maroc très certainement bientôt. En tout cas, aujourd'hui, moi, l'IA, je la vois comme un facilitateur, comme un outil de productivité, comme un outil, et je vais te donner une info, j'ai fait récemment une séance de coaching collectif avec une équipe qui était dépassée par le travail, par son travail, par ses projets. Et en fait, je leur posais la question, mais finalement, comment votre temps s'organise dans la semaine ? Et on me disait, alors là, tu vas voir pourquoi l'IA va nous servir. On me disait, moi, dans la semaine, en gros, j'ai 40% de réunions dans la semaine. Moi, je me dis, waouh, 40% de réunions, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a en gros 2 jours, allez, on va dire facile, 2 jours, de réunions où il se passe quoi ? Donc, la réponse, c'est, il y a des réunions où, en gros, 50%, on vient pour faire avancer des sujets. Je me questionne sur la méthodologie. Et il y a 50% de ces fameuses réunions, on vient en fait acte de présence parce qu'on a besoin de nous, parce qu'on est un des pôles importants de l'entreprise. Et là, je dis, mais je ne comprends pas en fait. Pourquoi vous faites acte de présence ? Est-ce que la réponse aux questions de cette même réunion, c'est une réponse qui est immédiate et qui change le cours de l'entreprise ? La réponse est bien sûr non, parce que je n'ai pas affaire à des militaires qui sont en plein conflit et qui doivent décider s'ils doivent tuer quelqu'un ou pas. C'est l'inverse. Le sujet, c'est finalement, si la réponse à cette question qu'on va poser pendant la réunion, vous pouvez la donner après, pourquoi on ne met pas en place des agents IA qui font des comptes rendus ? Vous recevez des notifications, vous répondez aux comptes rendus, et vous prenez du vrai temps pour vous voir, du temps de qualité pour vous voir, pour des sujets de go-no-go, pour des sujets stratégiques, pour des sujets qui permettent de passer au lieu de 40% de la semaine à peut-être 20% de la semaine. Donc gagner un jour de travail supplémentaire. Et là, on m'a dit, ah ouais, mais oui, c'est juste que ça coûte du budget, il faut le mettre en place. Là, je renvoie à ce que j'ai dit au tout début. Tu achètes un iPhone à 2 000 €. Oui. D'accord ? L'iPhone, il dure 4 ans. Dans 4 ans, tu vas rechanger d'iPhone. D'accord ? L'accompagnement, tu ne le payes pas parce que tu penses que l'accompagnement n'a pas de valeur. Là, c'est en fait, tu vas à la réunion comme tu achètes l'iPhone à 2 000 €, parce que c'est fondamental d'aller à la réunion, c'est important, ça nous donne un statut social, etc. OK ? Mais quelle valeur ça a si moi, je mets un agent IA qui fait le compte-rendu, toi, tu donnes la réponse et on avance ? Oui. C'est une question que j'ai posée. Et tous les collaborateurs étaient là, bien sûr. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser l'agent dans toute la boîte. Donc c'est plus que notre réunion à nous, d'un pôle, c'est toutes les pôles, c'est pareil.
Mhm. Et il y en a, ils font carrément 50% de réunions. Donc, je ne Ouais. sais pas ce qu'ils font dans leur travail. Ouais, pour optimiser. Donc, voilà. Donc, moi, l'IA, c'est un outil de facilitation. C'est un outil qui permet de gagner du temps. Ce n'est pas un outil qui remplace l'humain, même s'il y en a certains qui demandent dans l'IA de leur expliquer leur vie, etc., Oui, ou oui, qui demandent de les coacher ou de faire des oui. psys. Coach de vie. Ça n'a rien à voir. Mhm. Ça n'a rien à voir. Et puis, il faut se rappeler que l'IA, il est codé par un certain type de vision du monde. Mhm. Et que cette vision du monde, elle ne doit pas s'imposer à toutes les cultures. Parce que si elle s'impose à toutes les cultures, on en revient à notre problème. Mhm. On importe un outil avec une vision différente de ma culture. J'implémente cet outil parce que sur le marché mondial, ça marche. Mais moi, mes collaborateurs dans mon pays, je peux plus en avoir parce qu'eux, ils ne veulent pas travailler dans ces conditions-là. Mhm. Et tout l'enjeu, pour moi, et je vais être très direct, tout l'enjeu aujourd'hui, pour moi, de créer ce management d'excellence, c'est d'apporter un outil aux dirigeants, mais aussi que les dirigeants s'approprient l'outil, ou en tout cas s'approprient l'approche, pour pouvoir faire grandir les Marocains. Et qu'on n'entende plus, il y a un Maghreb et un Marocco. Oui, oui. Non, mais je voudrais qu'il y ait soit un Maghreb, soit un Marocco. On choisit ce qu'on veut et Oui. comme on veut, ça m'est égal. Ou peut-être un Marocco avec des racines très profondes, très puissantes, très ancrées qui font la beauté de notre pays. Mais on ne peut pas laisser, que ce soit l'IA ou le management anglo-saxon, décider de comment on manage nos collaborateurs. Et nous sommes suffisamment intelligents, et j'insiste là-dessus, nous sommes des experts dans beaucoup de sujets, Mhm. nous avons des vraies têtes incroyables dans ce pays, nous sommes en capacité de créer une nouvelle approche. J'en suis convaincu. Ok. Super. Et là, on va passer sur le quiz final, Yes. Mohamed. Le Donc, quiz. c'est le petit quiz où tu essaies de répondre vraiment de manière synthétique. Ok. On va y aller. Très vite. Voilà. Donc, le sprint ou le marathon, le management, c'est lequel des deux? C'est un marathon sprinté. Le pire conseil de management que tu aies jamais entendu donner sérieusement au Maroc? On a toujours fait comme ça, il faudra toujours qu'on continue à faire comme ça parce que ça marche. D'accord. Une réunion d'équipe bien menée, ça dure combien de temps? On en a parlé juste là un instant. Je dirais Maximum. maximum 15 minutes. 15 minutes. Le mot que tu bannirais du vocabulaire du management marocain? Ah là, celle-là, je m'y attendais pas. Euh, celle-là, t'es dur avec moi, là. Je vais pas me faire des amis. Je dirais, le mot qu'on devrait bannir, c'est... j'ai pas de mots. T'as pas de Non, mots? j'ai pas de mots. Non, c'est peut-être management. Management. C'est vraiment créer ce serait créer notre méthode et qu'on n'appelle pas... Parce que le management, c'est le management anglo-saxon. Peut-être Oui. qu'on a un autre truc, nous. D'accord, de créer un nouveau mot pourquoi adapté pas aux Marocains. Pourquoi pas Ok. Pourquoi pas en Darija, ça serait génial. Ouais, Pourquoi on pas a déjà. Ton athlète ou ton manager le plus difficile à coacher sans le nommer, c'était quoi le problème? Le plus difficile, c'est celui qui dit qu'il a un problème, qui veut changer et qui change pas. D'accord. Harvard ou la rue, on apprend le mieux où on apprend le mieux à manager? Ça, c'est sûr que c'est la rue. Ce n'est pas Harvard. Une- Juste pour un mot, Oui. Harvard, c'est du savoir. Mhm. La rue, c'est des comportements. Manager, c'est des attitudes. Ce n'est pas des savoirs. C'est D'accord. important. Ok, c'est bon à savoir. Une habitude simple qu'un manager peut adopter dès demain matin pour changer la dynamique de son équipe. Un petit tips, un petit... Alors, très simple, donner plus de signes de reconnaissance. Je vais donner un exemple, hein, ça s'appelle les strokes, c'est de l'analyse transactionnelle. Je vais te donner un exemple. Majda, quand je passe du temps avec toi, je trouve nos réflexions très intéressantes et je te remercie pour ça. Ça s'appelle un stroke. Je te remercie. Alors, c'est important, c'est une vérité, c'est pas un mensonge ou un truc. Un Oui, compliment, oui, en voilà. tout cas, de cette reconnaissance Je vous à... invite à chercher ce que c'est que les signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. C'est très simple. C'est Majda, les questions que tu poses sont très pertinentes et m'obligent à t'offrir des réponses de qualité. Mhm. Bravo pour ça. Ok, Ça, c'est un stroke. d'accord, ça marche. Ce que tu fais, toi, pour rester performant? Que des mauvaises choses. Ce que je fais, moi, je me dis que je vais y arriver. Ok, Je pousse mon ambition et mes objectifs, même quand c'est D'accord. difficile. de la projection Ouais. mentale. Ok. C'est de la projection, exactement. Cristiano ou Messi? Et dis-moi pourquoi c'est une question de leadership. Lequel tu choisirais? Alors, il n'y a aucun sujet pour moi, c'est pas Messi, c'est Cristiano Ronaldo. D'accord. Pourquoi? Parce que Messi, c'est un talent qui est inné. Cristiano Ronaldo, c'est, pour moi, je le dis, et je l'ai encore dit hier à des entrepreneurs, nous avons la chance, on nous a parlé depuis tout jeune, il faut travailler pour réussir, travailler, ça te permet de réussir. Si tu travailles beaucoup, tu vas réussir. On l'a jamais vu, on ne le voit pas. Mhm. Personne. À 20 ans, je n'avais pas d'exemple existant de travailler pour réussir. On me parlait des acteurs qui travaillaient dur, mais on ne le voyait pas. On ne Mhm. voyait que l'argent qu'ils gagnaient, on ne voyait que la finalité. Oui. Cristiano Ronaldo, j'ai eu, et ma génération,
Et la génération d'aujourd'hui, enfin, les générations juste après les 90 et les 2000 l'ont vu. Ils ont vu qu'un garçon qui bosse, comme Kobe Bryant, comme Michael Jordan. Mais Kobe Bryant en a plus parlé que Michael Jordan. Mais c'est des gens, il faut les suivre. Si tu les suis pas, tu les vois pas. En revanche, Cristiano Ronaldo, c'est un phénomène international. C'est par le travail, pour le travail. Et il est fondamentalement par le travail qu'il a réussi. Ouais, c'est un acharné. Il a bien sûr eu du talent. Il a effectivement un talent qui est au-dessus de la moyenne et ça, c'est non négociable. En revanche, d'un point de vue mental, je pense que si tu me dis Cristiano Ronaldo, Messi, moi je te dis de suite Cristiano Ronaldo. D'accord. Messi, c'est juste un génie. Mais un génie, ça a un début, ça a une fin. Oui. La discipline, la rigueur et la constance, ça peut ne pas s'arrêter. Et la preuve, Ronaldo continue. Oui, oui, Tu bien vas me sûr. dire, Messi continue. Oui, Oui. Messi continue parce qu'il est talentueux. Parce que... Oui, est-ce qu'il a une facilité de base, on va Oui, dire ça, c'est pas Oui. négociable. T'aurais rajouté Ronaldinho, j'aurais dit Ronaldinho, qui était le maître de Messi. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, je te laisse dire. Marrakech en un mot? Marrakech en un mot. Alors, Marrakech, pour moi, c'est l'histoire et la passion. Marrakech, c'est l'ambition. C'est une ambition internationale. C'est une ambition internationale très forte. Mais Marrakech, elle a ce mystère, elle a cette passion cachée que j'aimerais bien plus voir. En tout cas, cette marocanité que j'aimerais bien plus voir, en tout cas quand on en parle. Parce que Marrakech, c'est une très, très, très belle ville. C'est une ville traditionnelle très forte. Et ouais, Marrakech, c'est mon deuxième coup de cœur. C'est pas le premier, mais c'est mon deuxième coup de cœur. Mais j'aime beaucoup travailler à Marrakech. Bah, super. Je salue le Marrakech d'ailleurs, j'en profite. Et le message que tu veux transmettre aux managers, dirigeants qui nous regardent? Le message qu'ils devraient retenir? Alors, le message... Attends, tu poses vraiment des questions, c'est incroyable. Comme ça, je dirais, si vous avez la bonne intention, si vous avez la bonne nia, si ce que vous faites est suffisamment performant, si vous voyez de l'épanouissement dans vos équipes, si vous voyez que les gens sont bien, vérifiez-le quand même une deuxième fois. Parce que parfois, les collaborateurs n'osent pas dire des réalités, n'osent pas exprimer des besoins. Et en fait, vous pourriez gagner en productivité et surtout en qualité de vie ensemble si vous le vérifiez. Si ça ne va pas, si vous êtes dans une situation difficile, si vous vous sentez être un autoritaire, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, ou si on en discute ensemble, c'est pas de votre faute. J'insiste là-dessus vraiment. Tu peux pas... On n'a pas le temps, mais posez-vous la question d'est-ce que c'est vraiment votre intention que ça n'aille pas? Si c'est le cas, ne m'appelez pas. Mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'on en parle. Parce que je pense que c'est pas... C'est modifiable. Ouais, c'est pas ancré. Quand je le dis, tu vois, non seulement ça se modifie, ça se répare, et puis surtout, vous allez voir la différence. Parce que je suis convaincu que l'humain est fondamentalement bienveillant. Il est fondamentalement bienveillant, et le Marocain est fondamentalement bienveillant. Mais parfois, il est dépassé, parfois, il essaye de trop bien faire, il est trop dans le perfectionnisme. On n'en a pas parlé du perfectionnisme. Moi, j'accompagne les gens à être dans l'excellence. Et dans l'excellence, c'est apprendre par l'échec, c'est accepter de se tromper, et c'est s'améliorer en continu. C'est pour ça que je dis, si vos collaborateurs vous disent à la suite de ce truc, de cet échange, de ce podcast, eh ben écoute, toi, tu nous fais du micromanagement, t'es pas gentil, t'es pas sympa avec nous, t'es méchant. Vous nous envoyez un commentaire à Majda et moi, on en discute ensemble et je vous rassure, ça va très bien se passer. Il n'y a pas de sujet. Super. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette conversation. Avec plaisir. Aussi direct que nécessaire. Tu nous rappelles que le management n'est pas une science universelle, importée d'ailleurs. C'est une pratique humaine qui doit s'enraciner dans la culture de ceux qui la font grandir. Que la performance d'une organisation commence toujours par la qualité de la relation entre les hommes avec un grand H, et les femmes, évidemment, qui la composent, et que le Maroc a tout ce qu'il faut pour construire son propre modèle d'excellence, à condition d'arrêter de chercher les réponses ailleurs. Vous retrouverez toutes les informations de Mohamed, je vous mettrai dans la description, son site internet, ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin d'avoir une meilleure gestion dans votre entreprise, que ce soit entreprise, coach, avocat, enfin, il y a tout type. Même les particuliers peuvent me contacter s'il y a des besoins. OK. Et abonnez-vous à Nexus Cash parce qu'on a encore beaucoup d'histoires à raconter à Marrakech. Abonnez-vous. Merci, Mohamed. Merci, ma chère Majda.